Bonsoir Fabrice Leggeri. Bonsoir. Merci d'être là, député européen Rassemblement National, ancien patron de Frontex. On va parler immigration dans un instant, sécurité, beaucoup de chiffres publiés cette semaine sur la France en particulier, municipale, présidentielle. On voulait commencer quand même par l'Iran. C'est l'actualité. Est-ce que entre la négociation ou la guerre, vous choisissez quoi ? Écoutez, nous choisissons d'abord la liberté pour le peuple iranien. Et donc nous saluons l'aspiration du peuple iranien à se défaire du régime des mollahs. Nous avons vu la répression sanglante qui a été la réponse de Téhéran. Mais nous sommes évidemment très mesurés par rapport à l'usage de la force qui pourrait être envisagé par les États-Unis, parce que nous savons que ça pourrait aussi provoquer dans la région une déstabilisation. Donc opposé à une intervention militaire. Nous sommes mesurés par rapport à cela. C'est-à-dire ? Nous sommes mesurés, c'est-à-dire que nous voyons les conséquences par rapport à tout l'environnement régional, que ce soit des voisins directs comme les Émirats arabes unis, qui sont un pays ami de la France, l'Israël également, qui est à portée de missiles iraniens. Et je me trouvais dans la région il y a encore quelques jours. Oui, vous revenez d'Israël. Et donc nous, en tout cas au Rassemblement National, nous avons parmi les gouvernements de la région... Mieux vaut un accord quasi de démilitarisation de l'Iran, même si ce régime, qui a fait plus de 30 000 morts, selon les ONG, reste en place ? Si un accord est trouvé pour endiguer les volontés des mollahs d'accéder à la bombe atomique, et également si la liberté du peuple iranien peut progresser, ce sera bien. D'un mot, vous avez vu qu'après la décision des 27 de classer les gardiens de la Révolution organisation terroriste, la riposte est venue du côté Iran. Ce sont également des terroristes, l'armée européenne. De quoi trembler ou pas ? Non, nous savons que les gardiens de la Révolution sont une organisation terroriste. Nous savons que l'Iran, en tant que gouvernement, en tant que république islamique, finance le terrorisme tout d'abord dans la région, le Hezbollah, le Hamas, et également en Europe et en Occident de manière générale, par des formes violentes, mais aussi par des formes plus insidieuses qui tendent à faire avancer des idées pro-islamistes. Et donc tout cela doit être combattu. Bon, on verra quels sont les effets de ce classement très concrètement par l'Europe. On va parler immigration, mais on voulait commencer par la police de Donald Trump. Les vidéos de la mort d'Alex Pretty, tué à bout portant à Minneapolis par des agents fédéraux de l'ICE, ont fait le tour du monde. Est-ce que ces images vous ont choqué ? Elles sont choquantes parce qu'on doit toujours appliquer les politiques de lutte contre l'immigration dans le respect de la dignité des personnes. Il faut des sanctions contre ces policiers ? Je ne connais pas les règles qui ont été utilisées. Je constate néanmoins que normalement, on n'a pas à abattre des personnes au moment où on veut les interpeller pour pratiquer l'équivalent d'une OQTF. Vous condamnez ces policiers ou vous condamnez l'ICE en tant que tel, ces méthodes ? Je crois qu'il est important d'avoir une politique d'immigration ferme, c'est-à-dire qu'il faut réprimer l'immigration illégale. Ça passe d'abord par le contrôle strict aux frontières et ça passe également par l'application des expulsions légales lorsqu'elles sont décidées. Mais sur cette police en particulier, qui est très spécifique, on a vu les moyens de détection par les reconnaissances faciales, les $50 000 de recrutement, des formations ultra courtes d'1 mois et demi, des arrestations d'enfants. Cette police de l'ICE est-elle condamnable ? La formation, vous le dites effectivement, une formation trop courte, enfin un mois et demi de formation, ça n'est pas suffisant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à mon expérience professionnelle, lorsque j'ai eu à mettre en place le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, nous avions prévu une formation pratique d'au moins 6 mois, ce qui incluait la bonne connaissance des réglementations appliquées, ce qui Donc également... ces pratiques de l'ICE sont acceptables ou pas ? Pour vous, oui ou non ? Nous avons en France la police aux frontières qui est professionnelle et nous n'aurions pas besoin d'importer... Vous voulez pas répondre ? Non, nous n'aurions pas besoin d'importer ces méthodes parce que nous avons une police qui est professionnelle, qui est formée et pour peu qu'on lui donne les moyens de travailler en France, nous n'aurions pas ce genre de drame. Il y a eu à Minneapolis 2 exécutions, 2 bavures en l'espace de quelques jours dans la même ville. Manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez dirigé donc Frontex
Frontex, l'agence de protection des frontières extérieures de l'espace Schengen. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est une force essentielle dans la mise en œuvre, on en reparlera, des différents règlements ou directives communautaires sur l'immigration. Quand vous regardez quand même ces images de ICE, là on parle d'opérationnel, on parle d'intervention, on voit ces hommes masqués, on voit le type d'équipement. Qu'est-ce qui vous choque ou qu'est-ce qui vous interpelle ? Si vous voulez, ça ne ressemble pas à une opération de police régulière, j'allais dire une opération de police républicaine dans le cas de la France. Et donc, il y a une réflexion à avoir. Du reste, cette police de l'immigration ICE me semble entrer un peu en concurrence avec l'administration, enfin la police fédérale classique, mais il y a aussi à s'interroger sur les liens avec la police de l'État. Les États-Unis. Dans certains États, d'ailleurs, les policiers ont arrêté des agents de Voilà, donc il y a aussi, dans le contexte fédéral des États-Unis, à s'interroger sur l'articulation opérationnelle entre cette ICE et la police locale. Une telle police anti-immigration est impossible en France si vous êtes élu en 2027. Oui, nous sommes pour utiliser évidemment la police aux frontières, qui est une police spécialisée, qui est une police républicaine. Elle fait partie de la police nationale. Elle est spécialisée dans les questions d'immigration. Elle est spécialisée dans le contrôle des frontières. Elle est spécialisée dans les expulsions. Elle est spécialisée et donc elle a également tout le professionnalisme et le respect de la dignité humaine. Alors on va parler justement de l'immigration en Europe avec Richard Verly. Oui, alors il faut le savoir, deux grands règlements, deux grands textes communautaires européens. Il y a eu le pacte asile et migration, vous l'avez dénoncé, votre parti en a dénoncé les insuffisances. Il est supposé entrer en vigueur d'ici, en gros, la mi-2026. Et il y a maintenant un règlement retour qui a été tout à fait durci par les États membres, d'ailleurs. Le 8 décembre, c'était les États membres qui l'ont adopté. Le Parlement européen où vous siégez va en discuter au mois de mars. Alors, quand vous regardez l'ensemble de ces législations européennes, pacte asile et migration, directive retour, est-ce que vous dites quand même l'Union européenne est sur la bonne voie, elle commence à prendre conscience du défi migratoire ? Alors, l'Union européenne continue dans le déni et dans son erreur en maintenant les dispositions du pacte asile-immigration. Donc celui-là, vous le rejetez toujours ? Nous le rejetons. Nous rejetons en particulier les dispositions qui forcent les États de l'Union européenne à accepter des demandeurs d'asile qui sont entrés illégalement et ensuite sont ce qu'on appelle le principe de solidarité. Voilà. Principe de solidarité que moi je vois plutôt comme un principe de régulariser quelque chose qui a commencé bien souvent avec des organisations criminelles à l'autre bout du monde. Et donc ça, nous le dénonçons parce que nous pensons qu'il ne faut pas régulariser et donc donner un caractère légitime à quelque chose qui commence, ne l'oublions pas, par l'exploitation en fait de la misère humaine par des trafiquants d'êtres humains. Normalement, ceux qui seraient répartis dans les pays membres seraient des demandeurs d'asile dont la demande va être acceptée puisqu'elle sera durcie au départ au pays d'accueil avec un examen beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. Ça n'est malheureusement pas aussi clair. Et ce qui est choquant également de notre point de vue, c'est que la répartition de ces migrants est obligatoire entre les États membres. Sauf si vous payez. Sauf si un État paie 20 000 euros par migrant qui est refusé. Donc ça, c'est quelque chose que nous considérons au Rassemblement national comme inacceptable parce que c'est attentatoire à la souveraineté des États. Mais l'Italie ou l'Espagne disent pourquoi on devrait supporter, je mets des guillemets, l'arrivée massive. D'autres solutions existent. Il y a quelque chose qui n'a pas été peut-être suffisamment évoqué. Nous avons, avant Noël, au Parlement européen, nous sommes parvenus à un accord sur le règlement qui s'appelle pays tiers sûr et le règlement pays d'origine sûr. Alors ça, pour la première fois, mais ça évidemment, les partisans du pacte asile-migration ne vont jamais reconnaître que c'est un pas en arrière. Donc vous externalisez les demandes d'asile dans un pays en dehors de l'Union européenne ? Il s'agit en réalité de pouvoir dire à des migrants qui arrivent à nos frontières, aux frontières extérieures de l'Union européenne, de pouvoir leur dire il y a un pays tiers, c'est-à-dire un pays hors de l'Union européenne, qui est sûr pour vous, compte tenu de votre situation personnelle, vous ne craignez rien dans ce pays et vous allez être renvoyé dans ce pays-là où vous pourrez, si vous l'estimez utile, demander l'asile. C'est constitutionnel, ça, en France ? Alors, ça ne l'est peut-être pas en France, ça ne l'est pas, en fait. Ça, c'est une certitude. Nous résoudrons, le Rassemblement national résoudra ce problème en organisant un référendum constitutionnel qui est beaucoup plus large sur l'immigration et qui pourra, si nécessaire, corriger ce point de vue-là. L'autre
l'autre règlement... Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que le règlement retour vous va... Alors, le règlement retour est un il me semble que vous y êtes plus favorable. Vous trouvez qu'il va dans la meilleure direction. D'un mot, qu'est-ce que c'est le retour? Alors, le règlement retour, c'est un règlement qui n'a pas encore été adopté par le Parlement européen, mais il a été proposé par la Commission européenne, adopté par les États membres. Et je citerai notamment 2 mesures qui sont symboliques. Premièrement, les expulsions, les retours seront quand même beaucoup plus, je dirais, efficaces, enfin sont supposés être beaucoup plus efficaces. Et puis, il y aura la possibilité de créer des centres de rétention aux frontières de l'Union européenne, mais qui seront en situation d'extraterritorialité. Ceux qui sont dedans ne pourront pas avoir de recours. Alors, nous travaillons sur ce règlement retour, donc qui a été proposé par la Commission européenne il y a quelques mois. Il y a des discussions entre les gouvernements des États de l'Union européenne au Conseil, et ce texte est arrivé depuis quelques semaines au Parlement européen. Mon groupe des Patriotes pour l'Europe, auquel est rattaché le Rassemblement national, a déposé 300 amendements pour améliorer. Ça va dans le bon sens quand même ou pas pour ceux qui nous regardent? L'intention d'expulser les migrants illégaux est forcément bonne. Maintenant, il faudra aussi faire en sorte que le texte puisse être appliqué. Affaire à suivre donc. On va parler des chiffres de l'immigration publiés cette semaine en France. 384 000 premiers titres de séjour accordés en 2025 à des étrangers hors Union européenne. C'est 11% de plus qu'en 2024. Mais si on regarde les années d'avant, c'est seulement 1500 de plus qu'en 2021. Est-ce qu'on peut parler de submersion ? Franchement, honnêtement. Ce qui est choquant, c'est d'abord de voir une augmentation du nombre des titres de séjour délivrés de près de 11% par rapport à 2024. Record dû au motif humanitaire. Oui, mais alors ça plus pose une question... 65% réfugiés afghans, 18 000, 14 000 Ukrainiens en plus. Ça pose une question sur le profil sociologique de l'immigration légale en France. La France fait partie des pays de l'Union européenne qui délivrent le plus de titres de séjour pour des raisons autres que celles du travail. Donc le mythe selon lequel nous aurions besoin de main-d'œuvre étrangère pour travailler est démenti. Il y a très très peu d'immigration de travail dans ces chiffres. On va y venir, mais les demandeurs d'asile, là, on n'aurait pas dû les accueillir ? Sont à 50% ensuite déboutés. Donc mais là, je vous parle de ceux qui ont eu 000, les 14 000 Ukrainiens, les 18 000 Afghans. Les Ukrainiens qui ont la protection temporaire sont évidemment des personnes qui fuient une guerre. Les Afghans, encore faudrait-il être sûr que l'on protège vraiment les personnes qui doivent être protégées, les talibans. Le profil est parfois plutôt celui d'hommes afghans qui d'ailleurs posent des problèmes d'ordre public et de sécurité en France, et en particulier de violence aussi. Donc vous réformerez le droit d'asile si vous êtes élu. Si le Rassemblement national est élu, lorsque le Rassemblement national sera aux responsabilités de la France, nous externaliserons les demandes d'asile en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire que soit les demandes seront faites dans des consulats de pays européens, alors, attendez, vous soit dites, dans on va des aller pays tiers. Au consulat de Kaboul Non, alors... pour demander l'asile, mais il faudra des moyens, les consulats n'ont pas la compétence. Et de toute façon, imaginons que... Mais c'est réalisable dans les ambassades des pays... en question ou même de transit, ça c'est pas du tout l'activité des diplomates aujourd'hui. Imaginons d'abord qu'une femme afghane, par exemple, soit en situation d'avoir besoin de la protection internationale. Évidemment, ce sera compliqué pour elle d'aller à Kaboul au consulat, et il faudra d'abord qu'elle sorte du pays, de son pays, en l'occurrence l'Afghanistan. Mais le cadre juridique des consulats, c'est quand même l'administration française qui délivre les visas, et qui délivre les visas avant que les personnes soient sur le territoire. Donc, il y a à trouver une manière de s'organiser. Mais vous pensez que c'est réalisable réellement de le faire dans des ambassades de France, dans des pays, soit celui de départ, soit celui de transit? Ça semble un peu compliqué quand même. C'est plutôt dans des pays de transit, puisque les personnes qui fuient leur propre pays ne vont pas aller au consulat de France ou dans un consulat européen. Mais il faudrait des moyens pour les diplomates. Il faut donner. Alors, c'est pas on peut renforcer, c'est pas le même métier. Renforcer avec des personnels, c'est le métier des consulats, c'est le métier aussi de spécialistes de l'asile, l'OFPRA pour la France et d'autres homologues pour d'autres pays européens. Il y a aussi une agence européenne de l'asile qui, dans ce cas-là, n'a qu'à être mobilisée pour analyser en soutien des États membres les demandes d'asile avant que ces personnes ne soient dans l'Europe. Alors, il y a un chiffre qui vient de l'organisation que vous avez dirigée, Frontex, je répète,
l'agence chargée de la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, il y aurait eu moins de 178 000 arrivées irrégulières dans les 27 pays de l'Union européenne l'an dernier, c'est-à-dire en 2025, soit 26% de moins qu'en 2024. Alors, c'est une organisation que vous connaissez bien. Est-ce que ces chiffres sont crédibles ? Ça veut dire que le flux migratoire décroît. Si la méthode statistique n'a pas été changée, ça indique une baisse, mais quel est le contexte ? Je vous rappellerai quand même que, par exemple, l'Italie, avec le gouvernement de Giorgia Meloni, a donné un signal sévère vis-à-vis de l'immigration illégale. Oui, elle a aussi régularisé 500 000 travailleurs pour des raisons c'est économiques. Autre chose. C'est pas une régularisation. Pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas une régularisation, c'est une immigration choisie, et nous considérons que chaque nation européenne doit évidemment être maîtresse de sa politique. Dans les secteurs où elle avait des besoins, elle a régularisé. Mais c'est quelque chose de maîtrisé par l'Italie, de voulu et de maîtrisé par l'Italie. Parce que quand on regarde les chiffres, pardonnez-moi de vous interrompre, on régularise sans vraiment contrôler et sans vraiment choisir les personnes. Qu'est-ce que vous proposez au RN pour pallier la pénurie dans le bâtiment, dans la restauration, dans tous les métiers en tension ? Bien, il y a d'abord des Français qui n'ont pas de travail et qui ont des difficultés à vivre parce que les salaires sont bas. Mais les employeurs ne trouvent pas. Les employeurs ne trouvent pas. Alors, il y a peut-être un problème d'adéquation entre les besoins des entreprises et la formation des personnes sans emploi. Donc, il faut s'interroger sur l'efficacité de notre système de formation professionnelle. Il y a donc, je pense, tout d'abord des Français nombreux, et notamment des jeunes. Il faut pouvoir faire entrer les jeunes plus tôt sur le marché du travail, quitte à les former de manière régulière pour pouvoir changer d'emploi et s'adapter aux besoins des entreprises. Justement, j'en profite, vous avez vu la proposition du MEDEF, et je vous passe ensuite la parole, Richard Verly, pour les questions sur la sécurité. Un CDI jeune, plus flexible, où on pourrait finalement licencier dès les premières années, rémunéré sous le SMIC. Ce qu'il faut, c'est inciter les entreprises à pouvoir recruter, et il faut aussi inciter, sans les décourager, les jeunes à pouvoir entrer sur le marché du travail. Mais donc, ce CDI jeune du MEDEF, vous y êtes favorable ? Écoutez, il faudrait regarder ce que ça signifie. Tout travail mérite salaire, et donc il ne s'agit pas non plus de vouloir exploiter les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. La sécurité. Oui, alors la sécurité, hier on a eu une illustration, puisque dans les rues il y avait les policiers, beaucoup de policiers français qui manifestaient, qui dénonçaient le manque de moyens. Vous connaissez bien le ministère de l'Intérieur, vous y avez fait carrière. Alors je vais citer des chiffres d'un rapport du ministère de l'Intérieur, 3 chiffres. Le nombre d'homicides, 976 victimes d'homicides en France en 2025, c'est-à-dire plus 1% par an depuis 2016. Donc sur une période de 10 ans, plus 1%. 4290 tentatives d'homicide, plus 8% par an depuis 2016, et 450 000 à peu près violences physiques, plus 6% depuis 2016. Il est vrai que tous les indicateurs démontrent que l'insécurité s'est accrue. C'est quelque chose qui, bien évidemment, sans doute ne vous surprend pas, puisque vous le dénoncez régulièrement, et deuxièmement, comme vous avez été aux commandes, comment y remédier ? Parce qu'on a l'impression qu'on en parle toujours et qu'on n'arrive pas à infléchir cette tendance. Alors tout d'abord, la manifestation des policiers hier à l'appel du syndicat Alliance montre évidemment que les services de police manquent de moyens matériels. Quand on voit la vétusté de certains locaux, quand on voit la vétusté des voitures de police, par exemple, on se demande où passe l'argent. Donc on a eu M. Darmanin, on a eu M. Retailleau qui, partout sur les plateaux de télévision, allaient se gargariser en disant on a augmenté les moyens, où passent les moyens. Donc ça, c'est d'abord sur la question des moyens matériels. Ensuite, il y a aussi une question du respect qui est dû à la police. Et là, il y a aussi un problème de droit, c'est qu'aujourd'hui, les services de police en France n'osent plus faire usage de la force. Et donc le Rassemblement national... Il devrait, selon vous, faire davantage. Il devrait, parce que la force légitime doit rester à la loi, c'est un principe républicain, et une police républicaine formée à la déontologie, au respect évidemment de la dignité des personnes, mais aussi à faire respecter la loi républicaine, eh bien, doit pouvoir faire usage de ses armes. Donc contrairement à ce que certains
notamment à gauche et à l'extrême gauche, disent à longueur de journée, non, la police ne tue pas, la police en France doit protéger. Est-ce que ce qu'il faut, c'est le problème de la national, police, c'est la justice, disait Alliance il y a quelques années. Il y a ça aussi. Non, mais il ne le dit plus. Et ça, c'est très particulier puisque ça fait une différence avec la précédente manifestation. Est-ce que vous vous en félicitez ? Alors, qu'il n'y ait plus cette opposition chez le syndicat Alliance, qui est proche de vos idées, entre police et justice. Ce qu'il faut, c'est évidemment que la justice soit au service du peuple français, parce que finalement, la justice est rendue au nom du peuple français, c'est dans la Constitution, et donc il faut que les services de police et les magistrats puissent, en bonne complémentarité, chacun évidemment dans ce qui lui revient au titre des lois et de la Constitution, mais qu'il puisse agir pour lutter contre l'insécurité. Mais je voudrais revenir peut-être quand même sur la police et sur le fait que nous, au gouvernement, nous proposerons une loi qui vaut présomption de légitime défense des policiers lorsqu'ils font usage de leurs armes. Et donc ça, c'est quand même très important parce qu'on a aujourd'hui des refus d'obtempérer qui mettent les policiers en danger, qui mettent la population en danger et qui contribuent aussi à ce climat d'insécurité. Et qu'est-ce qui va faire qu'on n'arrive pas à des incidents du type ICE aux États-Unis ? Parce que si vous écoutez Donald Trump et les responsables américains actuels, ils disent que les agents de ICE étaient en état de légitime défense. La question de la légitime défense, en tout cas sa définition dans un pays comme les États-Unis, où circulent des centaines de millions d'armes à feu, tout à fait légalement, se pose de manière un peu différente de la France. Vous savez, même quand vous êtes arrêté sur la route et qu'on vous suspecte d'une infraction routière aux États-Unis, vous avez vraiment intérêt à bien vous tenir, même si vous avez dépassé de 2 ou 3 km/h la vitesse limitée. Parce que vous savez que les policiers en face de vous ne savent pas si vous n'êtes pas avec 2 ou 3 fusils et les chargeurs. Donc ça, c'est un contexte très différent. En France, en tout cas, nous avons une police professionnelle, mais qui mérite d'être respectée. Alors, et ça passe aussi par ça veut dire la classe politique. Avec le RN au pouvoir, le policier qui aurait fait usage de son arme n'aurait plus à prouver directement sa situation de légitime défense. Elle serait présumée devant un tribunal. Je voudrais vous interroger sur ce sondage paru dans la Tribune dimanche. Ce sont moins vos dossiers, mais les Français s'interrogent aussi sur votre programme économique. Vous avez vu qu'ils sont 58% à considérer qu'un patron à l'Élysée, ce serait une bonne idée parce qu'ils pensent qu'un chef d'entreprise ferait un bon président. Sondage OpinionWay pour la Fondapol, plus à même à réussir que les politiques, qui comprendraient mieux les problèmes. Ça vous interroge quand même, vous, directement, les politiques ? Alors, je crois que tout d'abord, ça montre que depuis plusieurs décennies, il y a un discrédit des Français vis-à-vis de la classe politique qui, que ce soit avec les LR, UMP, les macronistes, les socialistes, ont toujours trahi les promesses qu'ils ont faites. Pour que ce soit bien clair, parce que parfois il est flou votre programme économique. Le reste est clair aujourd'hui, ça va de soi. Mais sur l'économie, on n'arrive pas à savoir si vous êtes plutôt social ou plutôt libéral. Sur le budget, vous êtes contre la taxe Zuckman, pour la taxe holding, pour la taxe sur les multinationales. Vous pouvez dire à ceux qui nous regardent, nous avons un programme économique pro-business, anti-impôt sur les entreprises, libéral. Nous sommes, alors je ne sais pas ce que vous appelez libéral. Ou social, comme le dit Marine Le Pen. Pro-business, davantage. Oui. Pro-business, c'est-à-dire dans le sens où nous voulons créer de la croissance économique. Nous voulons que la France puisse, grâce à ses entreprises, petites ou grandes, créer de la richesse, c'est-à-dire créer des emplois, créer du pouvoir d'achat pour les Français. Et nous n'opposons pas les entreprises aux salariés. Donc il n'y a pas 2 lignes, une plus sociale de Marine Le Pen et une plus libérale de Jordan Bardella. C'est celle de redresser la France, de sauver la France. Et ça passe aussi par le redressement économique. Et par exemple, nous sommes contre toutes ces taxes sur les entreprises, les taxes de production, qui font en sorte que les coûts de production en France sont plus lourds. Sont plus lourds la CVAE, en tout cas pour la baisser. Que dans d'autres pays européens. Pour les petites entreprises. On va parler, parce que c'est la fin de cette interview, du procès de Marine Le Pen. On connaîtra l'issue de son procès en appel le 12 février. Si elle pouvait se représenter, ça veut dire que sa peine d'inéligibilité lui permettrait de le faire si elle n'excédait pas les 2 ans. Est-ce que vous souhaitez qu'elle le soit, candidate à nouveau, même si, selon toute vraisemblance, elle sera condamnée? Est-ce qu'on peut être candidate et condamnée? Marine Le Pen est innocente et là, le programme, en tout cas les auditions ont lieu en cour d'appel et donc il y a une présomption d'innocence
Et nous sommes convaincus que Marine Le Pen a toute l'énergie Jordan Bardella ne serait pas un meilleur candidat. pour montrer son innocence. Et voilà où nous en sommes. Mais de toute façon, les idées portées par le Rassemblement national recueillent un avis positif pour le premier tour de l'élection présidentielle par plus de 35% des Français. Donc plus de 35% des Français voteraient pour la candidature du Rassemblement national. Merci beaucoup. Vous connaissez maintenant les arcanes du Parlement européen. Il faut s'arrêter là. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu un problème dans l'utilisation des assistants parlementaires ? Je crois que le Parlement européen a des règles qui, probablement, il y a 15 ou 20 ans, étaient d'un grand flou. Merci. Et c'est un différend administratif. Merci beaucoup, Fabrice Leggeri. Pardon de vous avoir hâté, cher Richard Verly, eurodéputé du Rassemblement national, ancien patron de Frontex.